Ce journal vous est proposé par AM/FM. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour suivre toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube AM/FM. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition de journal présentée par Becky Bila. Voici pour vous les titres. Décédé dans la matinée du lundi 21 avril en sa résidence au Vatican à l'âge de 88 ans, le pape François a servi l'Église jusqu'à son dernier souffle, qui était donc le chef de la communauté laïque catholique. Élément des réponses dans ce journal. L'organisation de l'Église catholique autour des obsèques du pape François nous intéresse également dans ce journal. Et puis cette semaine est aussi marquée par la semaine de la science lancée lundi dernier par la ministre d'État qui martèle sur la particularité de cette 12e édition. Voilà tout pour les titres. Débutons par la semaine de la science. Imagine demain, science et société. C'est le thème de la 12e édition de la semaine de la science et des technologies lancée lundi dernier par la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Dans un message adressé à tous les acteurs du secteur éducatif, Raissa Malou a martelé sur l'objectif mieux, la particularité de cette édition, celle de faire revivre la science au cœur de la société. On l'écoute au micro de votre rédaction. C'est avec enthousiasme que je m'adresse à vous aujourd'hui pour lancer la 12e édition de la Semaine de la science et des technologies organisée en partenariat avec l'ASBL Investing in People. Depuis 2014, cette semaine est devenue un rendez-vous incontournable pour faire vivre la science au cœur de notre société. Elle est une fenêtre ouverte sur la curiosité et l'innovation, mais aussi sur l'espoir. L'espoir que nos enfants, nos jeunes, filles et garçons, trouvent dans les sciences des raisons de rêver et des outils pour bâtir un avenir meilleur. Cette 12e édition se tient sous le thème « Imagine demain, science et société ». Une invitation à réfléchir collectivement au lien entre savoir scientifique et enjeux sociaux, à l'heure où notre pays, notre continent et le monde sont confrontés à des défis majeurs, mais aussi porteurs d'opportunités. Nous croyons que la science ne doit pas être réservée à une élite, mais partagée, vulgarisée et vécue dans toutes nos écoles, dans toutes nos communautés. C'est pourquoi cette année, la Semaine de la science et des technologies adopte une formule hybride. D'une part, des animations scientifiques décentralisées sont organisées durant tout le mois d'avril dans les provinces grâce à l'implication remarquable du réseau des catalyseurs. D'autre part, une semaine d'activité principale à Kinshasa débute ce 21 avril avec des animations scolaires, des conférences, des expositions et une cérémonie de clôture prévue le 24. Nous voulons que chaque enfant, chaque élève, chaque enseignant en RDC puisse dire « la science est aussi pour moi ». Nous voulons que les jeunes filles voient dans les sciences un espace légitime pour leur créativité, leur ambition et leur voix. Nous voulons que les savoirs africains dialoguent avec les innovations contemporaines dans un esprit d'ouverture et de responsabilité collective. Rendons-nous en province. À Kwilu 2, le directeur de la province, Yoïbokete Jean-Pierre, est très satisfait de l'effectivité de la reprise de classe ce lundi 21 avril 2025 après avoir visité 4 écoles conventionnées protestantes, dont l'école primaire Kiessé et l'école primaire Louzolo, ainsi que 2 écoles secondaires, l'Institut Louzolo et le lycée Louzolo. Le rendement du corps enseignant s'avère également satisfaisant et il n'a pas manqué l'occasion d'adresser quelques mots aux élèves. Suivez. Oui, il faut chaque jour venir à l'aide, n'est-ce pas? Et il faut chaque jour dire, il faut prendre des notes chaque jour. Hein? Il ne faut pas manquer une minute. Et il faut suivre les cours attentivement. N'est-ce pas? Oui. Il faut suivre les cours attentivement. Très bien. Très bien. Et quand vous rentrez à la maison, vous devez aussi faire quoi? Écrire. Et vous devez savoir que vous devez avoir 2 directions là. Ça permet direction sur
de quitter la maison pour l'école. Quand vous quittez la maison, le matin, vous devez venir directement aller et à la sortie, vous quittez l'école, vous rentrez directement à la maison. N'est-ce pas? Oui. C'est comme ça que vous allez grandir. C'est comme ça que vous allez grandir. Il ne faut pas fuir. Il faut faire beaucoup d'exercices à la maison. Il faut éviter de regarder les histoires qui ne sont pas utiles. C'est très important. C'est comme maintenant. Qui peut dire ça? C'est qui est au cap? Oui. C'est correct? Oui. Ah. C'est correct, hein? Oui. À connaître comme ami. C'est le nom de votre Dieu. Oui. Ça s'appelle? C'est correct, hein? Non. Oui. C'est correct, hein? Oui. Applaudissez. Et votre professeur? Oui. Notre conseillère s'appelle Madame Tulabana Esther. Madame Tulabana Esther. Tulabana Esther. Elle vous donne quel cours? Vous donne quel cours? Oui. C'est l'éducation à la vie familiale. Ça va? Voilà. Qui va ici? C'est tout. Donc, les autres vont échouer. Il faut faire un effort de réussir. Ça va? Il faut faire un effort de faire quoi? Merci. Merci, bon merci. Merci. Et puis à Bukavu, dans les Sud Kivu, les retombées de la crise sécuritaire continuent à être enregistrées. Une centaine d'étudiants des universités et instituts supérieurs qui séjournent actuellement dans cette partie du pays fuyant l'offensive des rebelles AFC et M23 sont dans l'incapacité de poursuivre leur cursus. La route nationale numéro 5, assiégée par les milices à ces jours, constitue cependant un obstacle pour ces étudiants qui doivent regagner leurs établissements universitaires. Emmanuel Moulongo, étudiant à l'université officielle de Bukavu, lance la sonnette d'alarme. Nous avons vu les activités académiques reprendre juste après notre sortie. Les examens vont débuter d'ici le 6 mai. Depuis que les activités ont repris, et les chefs d'établissement et la ministre nationale de l'ESU nous a rien rassuré sur le sort de nous étudiants qui nous sommes déplacés. Alors, nous nous sommes concertés et nous nous sommes dit nous devons adresser un mémo au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire pour voir comment regagner notre milieu estudiantin. Ils peuvent conclure des clauses avec des organisations internationales. Ils peuvent même conclure des clauses diplomatiques pour que nous puissions passer par Burundi, Tanzanie, faire Kigali et entrer en ville de Bukavu pour sauver l'année académique en cours qui est tellement en danger. Mais également, ils peuvent même organiser des cours en ligne ou d'autres propositions qui seront bénéfiques à nous étudiants qui sommes dans des zones occupées par les gouvernements. Priorité à l'éducation. Quel est le vrai nom du pape François? Vous l'aurez compris certainement, mesdames et messieurs, c'est la rubrique questions aux écoliers. On écoute les réponses de quelques élèves de la commune de la Gombe. Le pape François. Je ne connais pas. Je connais seulement sa nationalité. Il est de la nationalité argentine. Il s'appelle le pape François. C'est seulement le pape François. Georges. J'ai oublié. Le vrai nom du pape François est Georges Mario Bergoglio. Priorité
à l'éducation. Continuons ce registre du décès du pape François qui s'est éteint ce lundi 21 avril à l'âge de 88 ans. Les hommages fusent de partout dans le monde. Le gouvernement congolais se dit consterné par la mort du chef de l'église catholique romaine. Son porte-parole, Patrick Mouyaya, salue les combats menés par l'illustre disparu en faveur de la République démocratique du Congo. C'est une grosse perte pour l'église catholique, les chrétiens du monde entier, mais c'est particulièrement aussi une grosse perte pour la République démocratique du Congo parce que nous avons eu l'occasion de le recevoir pendant plusieurs jours en RDC en début d'année 2023 et c'est une visite qui a été à plusieurs titres historiques et régulièrement ces prises de parole, le pape a toujours sensibilisé sur la situation en République démocratique du Congo et pour le retour de la paix. Et je crois que de sa visite, il y a une expression qu'on a retenue ici, c'est qu'il faut ôter vos mains de la République démocratique du Congo. Je pense que ça, c'était un des moments le plus forts de son passage ici au cours de sa visite. Après cette triste nouvelle touchant la communauté laïque catholique, quelques Quinois expriment à cet effet leur ressenti. Ils sont au micro de Ruben Mbumba. En tout cas, nous avons accueilli ça avec tristesse en tant que notre père spirituel. C'est ça, on se sent vraiment éprouvé. Comme je suis catholique, je me sens vraiment éprouvé. C'est un homme de paix, un homme qui a milité pour la paix internationale. Dans chaque pays où il arrivait, il insistait pour que les gouvernants et les gouvernés travaillent ensemble pour le maintien de la paix. Et aujourd'hui, nous l'avons perdu. Nous n'aurons plus ce pape. Il est parti. Il a rejoint les autres papes qui ont servi l'Église catholique de manière générale, l'Église universelle en particulier. Alors, que son âme repose en paix, il a fait sa part, il a conscientisé surtout les dirigeants africains, il leur a demandé de cultiver la paix. Si ils prendront en compte les conseils du pape, je pense que ça sera une très bonne chose. Et particulièrement pour le cas de la République démocratique du Congo, moi j'ai toujours aimé la phrase de Houphouët-Boigny qui disait à son temps, je cite, « Vaut mieux la paix que la guerre parce qu'après la guerre, on aura besoin de la paix. » Nous devons cultiver la paix parce que sans cela, chacun de nous sera triste et attristé. Le décès du pape François, ce lundi 21 avril, marque par ailleurs les débuts d'une période de 9 jours de deuil pour l'Église catholique. Cette période de deuil et de transition est encadrée par des traditions séculaires qui assurent la continuité de l'institution jusqu'à l'élection d'un nouveau souverain pontife. Mais comment l'Église catholique s'organise-t-elle? Et pour gérer cette période délicate, tentative de réponse dans ces récits que vous propose Bienfait Idombo. Pendant cette période, l'Église catholique est gouvernée collectivement par le Collège des cardinaux. Ces derniers se réunissent en congrégation générale présidée par le doyen des cardinaux. Actuellement, le cardinal Giovanni Battista. Ces réunions permettent aux cardinaux de discuter des affaires courantes de l'Église et de préparer l'élection du nouveau pape. Le doyen cardinaux joue un rôle important dans cette transition. Il préside les discussions, veille à ce que les règles du conclave soient respectées et après l'élection demande au nouveau pape élu s'il accepte ses fonctions et quel nom il souhaite porter. Le doyen participe également au vote du pape, mais il ne peut pas imposer ses choix car chaque cardinal électeur dispose d'une voix égale. L'un des moments forts de cette période de transition est le conclave, au cours duquel les cardinaux électeurs se réunissent pour désigner le nouveau pape. Le conclave se tient à huis clos dans le chapelle Sixtine et les cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans y participent. Le carmélin, bien qu'il supervise les aspects logistiques, ne préside pas les sessions de vote. Une fois le nouveau pape élu, l'annonce officielle connue sous le nom de Habemus Papam est faite par le cardinal protodiacre Dominique Mamberti depuis le balcon de Basilique Saint-Pierre.
Il est mort le lendemain de la fête de Pâques 2025, mais qui était Pape François? Sa biographie, toujours avec Bienfait Idombo. De son vrai nom Georges Mario Bergoglio, le pape François est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine. Élu souverain pontife le 13 mars 2013, il a choisi le nom de François pour honorer Saint François d'Assise. Il est le premier pape jésuite depuis plus d'un millénaire qui n'est pas européen, aussi le premier à venir des Amériques et de l'hémisphère sud. Dès 1998 jusqu'à son élection comme pape, François était archevêque de Buenos Aires. Tout au long de sa vie, à la fois en tant qu'individu et chef religieux, il est connu pour son humilité, son souci des pauvres et son engagement dans les dialogues comme moyen de jeter des ponts entre les personnes de toute origine, croyances et confessions. Depuis son élection à la papauté, il montre une approche plus simple et moins formelle du bureau, choisissant de vivre dans la maison d'hôte du Vatican et non dans la résidence papale. Décédé le 21 avril 2025 à 88 à Rome, des suites d'une pneumonie bilatérale touchant ses deux poumons, il était le 266e pape de l'Église catholique romaine. Voilà tout pour cette session d'information. Nous vous disons merci de votre attention soutenue. Nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir. Ce journal vous a été proposé par AM/FM. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour suivre toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube AM/FM.